ce conseil communautaire consacré principalement à nos orientations budgétaires 2023. Je vais d'abord procéder à l'appel. Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci est excusée à donner pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laure Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon est excusée à m'a donné pouvoir, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean Margarinos, Madame Myriam Gutierrez est excusée à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé, Madame Florence Jouve-Lavolée est excusée à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier est excusé à donner pouvoir à Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Claude Raoux est excusé à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini est excusée à donner pouvoir à Madame Marie-André Altier, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli. La première question, conformément au Code général des collectivités, il convient de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Benoît Sanchez, qui s'abstient. La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 1er février 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 3, il s'agit de la programmation au contrat de ville 2023, donc pour la ville de Bolène. Vous avez l'ensemble des délibérations qui portent les avenants du contrat de ville et la volonté de la communauté de communes de participer au financement des actions du contrat de ville. Et vous avez les subventions relatives aux actions qui sont toutes détaillées dans le cadre de la participation de notre collectivité dans le contrat de ville. Que les sommes versées pour les projets retenus viendront en complément des participations versées par les autres financeurs. Le conseil communautaire est invité à valider l'enveloppe et la répartition détaillée et à m'autoriser à signer l'ensemble des documents qui s'y rapportent. Est-ce qu'il y a des questions? Juste signaler qu'en qualité de vice-président de la mission locale du Haut-Vaucluse, je ne prendrai pas part au vote. Madame Arnaud, pour le handball, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un intérêt dans ce rapport? Autre? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité sans ma voix et sans celle de Madame Arnaud. La question numéro 4, il s'agit du contrat de ville. Donc là, c'est un prolongement dans le contrat de ville d'un an dans le cadre des délibérations. Donc le rapport 4, c'est avec Grand Delta Habitat et le rapport suivant, ce sera sur Valis, puisque ça avait été voté en octobre. Donc pour le rapport numéro 4, il s'agit de prolonger dans le contrat de ville sur un an, l'avenant numéro 2 pour l'année 2023 au contrat de ville 2015-2020, qui est prolongé depuis, à passer avec le bailleur social Grand Delta Habitat. Il s'agit de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 5, elle est identique, ce n'est que c'est pour le bailleur social Valis Habitat, dans le cadre de l'avenant qui a été contractualisé avant la fusion avec Valis Habitat et qui sera régularisé dans le cadre de la fusion qui a pris effet au 1er janvier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Question numéro 6 que je présente en l'absence de la vice-présidente au développement économique. Il s'agit de la subvention 2023 à l'association La Pannerie. Il s'agit de venir financer par une subvention de 1 000 € au regard de l'avis favorable du conseil d'exploitation de l'office de tourisme qui a été rendu le 23 février dernier sur une opération qui porte un coût à 3 030 € et de venir apporter une subvention de 340 € sur les 1 000 qui ont été demandés. Sur une opération donc ferme en ferme les 29 et 30 avril 2023.
m'autoriser à signer l'ensemble des pièces et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 7, il s'agit de la subvention au comité des fêtes de la Palue à l'occasion de la fête des balais. Il s'agit sur une opération de 18 000 €, une subvention qui a été demandée à hauteur de 1 000 € et une subvention qui est proposée de 340 € au titre de l'animation proposée le premier week-end de juin pour la fête des balais à la Palue, de m'autoriser à signer l'ensemble des pièces et de dire que les fonds seront prélevés sur l'exercice en cours sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 8, il s'agit d'une subvention à l'association de l'amicale du personnel communal de la mairie de La Palue, qui a un projet concernant la fête de la musique, de mémoire, puisque je ne le retrouve pas, l'organisation de la fête de la musique, 2 800 € pour un coût de projet, une subvention demandée de 1 400 € et une subvention de 340 € à l'association de l'amicale que nous attribuons en m'autorisant à signer les actes et en disant que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie à l'unanimité. Question numéro 9, il s'agit de la subvention au syndicat d'initiative de Bolène, considérant donc la communauté de communes est compétente dans la promotion du tourisme, que le projet décrit présente un coût de 6 050 €, qu'à ce titre il est demandé à la CCRLP une subvention exceptionnelle de 1 800 €. Le conseil communautaire est invité à attribuer la somme de 1 800 € au titre de l'animation touristique et culturelle au syndicat d'initiative pour l'année 2023, de m'autoriser à signer l'ensemble des pièces relatives à l'exécution de la présente délibération et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Et que bien évidemment, je me dois de poser la question à tous ceux qui me sont membres du bureau du syndicat d'initiative de ne pas prendre part au vote et de quitter la séance. Et vous voterez pour vous. Donc M. Vigli et M. Blanc. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, sans la voix de Mme Gutiérrez, de M. Vigli et de M. Blanc. Vous pouvez revenir, messieurs, pour le rapport, merci, numéro 10. Le rapport numéro 10, il s'agit d'une subvention au comité des fêtes de Mondragon à l'occasion de la fête du Drac sur un projet qui présente un coût de 75 000 €. Il est demandé à la CCRLP une subvention de 2 000 €. Le conseil communautaire est invité, après avis favorable du conseil d'exploitation, à attribuer une subvention de 1 000 € à l'association du comité des fêtes de Mondragon pour organiser la 51e fête du Drac qui aura lieu du 12 au 14 mai prochain, de m'autoriser à signer l'ensemble des actes et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 11, il s'agit de la subvention 2023 à l'association du numérique, l'association ADN, qui participe donc à plusieurs missions de lutte contre la fracture numérique pour bon nombre de nos habitants et qui vient faire des permanences à La Palue, Mondragon, Mornas depuis 2 ans et qui a son association implantée à Bolène, rue Émile Zola. Vous avez l'ensemble des actions qui sont portées. Le projet décrit présente un coût de 35 718 € et il est demandé à la CCRLP une subvention de 7 300 €. Et donc, il est proposé, après avis favorable de la Commission du développement économique qui s'est réunie le 10 février dernier, d'attribuer une subvention de fonctionnement de 7 300 € et de m'autoriser à signer tout acte s'y rapportant et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 12, il s'agit de la subvention, cette fois ADN, mais sur l'espace France Service, puisque vous savez que cette association a été labellisée France Service et donc remplit les missions de France Service comme l'ensemble des espaces France Service, c'est-à-dire avec les partenariats publics, notamment des services de l'État et des partenaires de l'État. Il est proposé un projet sur cette mission qui coûte 94 625 €. Il est demandé à la CCRLP une subvention de 27 000 €.
Après débat lors de la Commission du développement économique lors de la réunion du 10 février dernier, le Conseil communautaire est invité ce soir à attribuer une subvention de fonctionnement de 22 000 € à l'Association du numérique dans le cadre du fonctionnement de l'espace France Service et de m'autoriser à signer tout acte s'y rapportant et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal au cours et nature prévus et fonction à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mossy. Juste dans les considérations, si je comprends bien, l'État se désengage et donc la communauté de communes prend en lieu et place une partie des charges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État ferme des services publics comme le Trésor public et autres. Et puis petit à petit, au départ, on donne de l'argent pour faire fonctionner les fonds de service. Chacun met des moyens, que ce soit la Sécu, la CAF, les mairies, etc., les communautés de communes. Et puis l'État se désengageant, la charge revient à des gens qui, au départ, n'assumaient pas ces services. Cela dit, ADN fait un très bon travail et je voterai pour cette aide, mais je regrette le désengagement de l'État. Et comme je pense l'ensemble des élus de ce territoire regrettent le désengagement de l'État, et ça a commencé avec les maternités, l'hôpital, et ça continue à détricoter. Et d'ailleurs, GEMAPI, la protection des populations, notamment sur les risques d'inondation, est un très bel exemple du désengagement de l'État sur la question du risque que nous devons faire assumer désormais à tous les contribuables. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Question numéro 13, pardon. La question 13, il s'agit d'une convention de partenariat entre la communauté de communes Rhône-Lens-Provence et Pôle emploi dans le cadre de l'organisation du Forum interrégional Sud-Nucléaire. Vous le savez peut-être, la semaine du nucléaire s'arrête sur notre territoire. Et le 9 mars prochain, la ville de Bolène donc, met à disposition la salle de la Cigalière pour accueillir ce forum. Et il nous faut venir préciser les conventions de partenariat pour la communauté de communes dans le cadre de ce forum interrégional Sud-Nucléaire organisé par Pôle emploi à la salle de la Cigalière et de m'autoriser à signer l'ensemble des actes et des documents qui s'y rapportent. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 14, il s'agit cette fois du Forum de l'emploi qui est organisé chaque année, qui avait pris un peu de recul par rapport à cette période sanitaire et qui revient donc le 18 avril prochain à la salle de la Cigalière. Cette fois, donc une convention de partenariat entre la communauté de communes et Pôle emploi dans le cadre du Forum de l'emploi que nous faisons initialement, pour ceux qui s'en souviennent, dans le réfectoire et la cour du lycée Lucie Aubrac. Donc approuver les termes de la convention et m'autoriser à signer l'ensemble des actes s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 15, il s'agit de l'adhésion au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA. Madame Ricard, vous avez la parole. Oui, le sujet est assez simple, c'est de voter favorablement pour l'adhésion à l'établissement public nommé CEREMA. C'est en fait un établissement qui permet de partager des données en matière de réflexion, de travail et de projets concernant l'environnement ou le développement économique. C'est un support important pour nos services et le président vous propose donc de voter favorablement cette adhésion pour le prix normalement de 1 231 € par an, qui a droit cette année à un abattement de 50%, donc une adhésion pour 615 €. Et puis, il s'agira aussi de nommer donc des représentants de la CCRLP dans cet établissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, est-ce que, chers collègues, vous nous autorisez à désigner le titulaire et le suppléant à main levée et pas à l'isoloir? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Il est proposé de désigner donc la vice-présidente à l'environnement comme titulaire et le vice-président à l'aménagement comme suppléant. En l'occurrence, il s'agit de désigner Madame Ricard titulaire et Monsieur Sanchez suppléant, de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion. Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie.
La question numéro 16, il s'agit de la compétence GEMAPI. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Merci Président, bonsoir à tous et à toutes. Alors le rapport numéro 16, donc c'est l'approbation de la dissolution du syndicat mixte du Rio Foro. La CCRLP et la CCAOP ont vocation à reprendre à leur compte les missions exercées par le syndicat mixte fermé du Rio Foro. Dans ces conditions, la CCRLP et la CCAOP, constituant les deux seuls membres du syndicat mixte du Rio Foro, ont souhaité mettre en œuvre d'un commun accord la procédure de dissolution de cette entité. Lorsque la dissolution du syndicat mixte est consentie par tous ses membres, cette décision est prise par un arrêté de la préfète du département qui constate la répartition de l'actif et du passif. Parallèlement, le comité syndical du syndicat mixte du Rio Foro procédera au vote de son compte administratif de clôture. Le conseil communautaire est donc appelé à approuver la dissolution du syndicat mixte du Rio Foro, sachant que les conditions de sa liquidation feront l'objet d'une délibération ultérieure. Considérant que le syndicat du Rio Foro ne dispose pas de moyens financiers et humains pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées, considérant dès lors l'inutilité de conserver cette structure, le conseil communautaire est invité à approuver la dissolution du syndicat, reporter à une délibération ultérieure les modalités de liquidation de ce syndicat, d'autoriser le président à prendre toutes les décisions et solliciter auprès de Madame la préfète du Vaucluse l'arrêté de dissolution du syndicat mixte du Rio Foro. Merci. Y a-t-il des interventions? Madame Ricard. Oui, merci. Merci, Président. Juste en 2 mots avant de passer au vote, parce que ce sujet a fait l'objet de communication dans la presse. Et si aujourd'hui Mornas n'a pas un avis particulier à donner et laisse place à la CCRLP de prendre toutes les décisions, il n'en demeure pas moins qu'il est bon de préciser un peu la position de la commune de Mornas sur ce sujet et que les choses soient très claires. C'est-à-dire qu'on a pu lire des choses controversées dans la presse et on peut entendre, si on se promène dans les campagnes, une certaine colère de la part de nos agriculteurs. Donc, on n'a pas très bien compris, nous, commune de Mornas, la précipitation dans la volonté de dissoudre ce syndicat qui a été proposé donc par le maire de Piolenc. C'est vrai qu'on a constaté, nous aussi, des remarques négatives sur le travail de la nouvelle entreprise choisie, mais il n'en demeure pas moins, et je le remercierai publiquement ici, que lorsque on se tient au travail, on arrive à rectifier les choses. Et François Lucas, vice-président du syndicat du Rio Foro, a été sur le terrain de façon efficiente, au plus près de l'écoute des agriculteurs qui ont toute la mémoire de cette plaine et de toute la cohérence de ce territoire qu'il faut savoir garder. Alors, ici, il s'agit pour CCRLP de récupérer cette compétence comme la loi le prévoit. Mornas a entièrement confiance en vous, Président, bien sûr. La confiance est entière au vice-président, évidemment, Juan Garcia. Et puis, nous nous prêterons à ce que les choses se passent en parfaite coopération avec les territoires voisins, pour que ce bassin versant puisse permettre de protéger la population et l'agriculture en particulier, et qu'on ne connaisse plus ce que l'on a connu le 10 novembre dernier, c'est-à-dire une inondation qui devrait appartenir au passé si tout le travail de travaux de ces dernières décennies avait été déployé normalement. Voilà. Merci, Président. Merci, Mme Ricard. Je vais répondre à votre intervention pour dire 2 choses. La première, c'est que nous avons hérité d'une situation qui, au syndicat du Rio Foro, n'a pas forcément l'inventaire exhaustif que nous avions fait à l'époque, quand nous avions fait le syndicat hydraulique et d'autres syndicats, l'inventaire de toutes les mailles et tous les fossés du territoire, puisque nous avons balayé l'ensemble de la cartographie des fossés et des mailles du territoire, à l'exception du syndicat du Rio Foro, à la demande d'ailleurs du syndicat Rio Foro, et nous avons essayé de trouver quel était le gestionnaire
entre les communes, la communauté de communes, le syndicat hydraulique du Nord Vaucluse et tous les syndicats qui sont un peu des affluents. En l'occurrence, sur la question du Rieux-Foireau, il y a le syndicat de l'Aigle, et puis nous, chez nous, le syndicat du Lez, et puis après, il y avait toute la partie de l'État avec la Compagnie nationale du Rhône et les digues du Rhône, puisqu'on a essayé de faire un maillage le plus large possible. Aujourd'hui, nous prenons la balle au bond, je dirais, dans le cadre d'une délibération qui a été faite par la communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence, et son président Julien Merle, qui a délibéré en décembre pour dissoudre le syndicat du Rieux-Foireau. Et la préfète nous demande de nous positionner quant à cette situation. Il y a deux éléments qui sont importants à prendre en compte et qui m'ont un peu inquiété sur l'exercice budgétaire 2022. J'en avais parlé d'ailleurs à François Lucas. C'est la question de l'augmentation de la cotisation de la CCRLP au syndicat du Rieux-Foireau, quand en même temps il n'y avait pas d'augmentation des travaux sur la partie mornassienne impactant la question. Et c'est pas mince affaire, puisque nous sommes passés de 30 000 euros de cotisation à 54 000 en n'ayant pas plus de travaux réalisés sur notre partie. Et les statuts sont tellement rédigés et anciens que lorsqu'il y a un appel, si vous voulez, il n'y a pas de dissociation comme on peut le faire dans d'autres syndicats entre la question du fonctionnement, la question des systèmes d'endiguement et la question du coût administratif du personnel. La question du personnel, c'est réglé puisqu'il y avait désormais plus aucun salarié dans ce syndicat, puisque la salariée n'est plus dans le syndicat. Et la question de l'enveloppe complètement mélangée entre les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement nous posait quelques difficultés. Si bien que nous avons une répartition à 29% qui est fixée dans les statuts du syndicat du Rieux-Foireau et qui est soumise simplement à la délibération de l'assemblée syndicale du Rieux-Foireau qui pourrait appeler par exemple 1 million de contributions et nous serions liés à payer ces 290 000 euros de cotisation. Nous avons regardé avec Madame le maire de Mornas, ses collègues élus et puis surtout les agriculteurs de la Plaine, et je pense à un notamment que je peux citer, Monsieur Boyer, pour venir comprendre comment nous allions agir là-dedans. Et donc, aujourd'hui, nous reprenons la question de la gestion du syndicat du Rieux-Foireau au travers d'une dotation que de toute façon nous donnions au Rieux-Foireau et nous la gardons désormais et nous ferons les travaux comme nous savons le faire sur d'autres cours d'eau qui traversent notre territoire. Et nous sommes surtout certains que cet argent ne servira pas à autre chose, c'est-à-dire que quand Piolenc a des problèmes d'endiguement, de ces problèmes de système d'endiguement, Mornas n'a pas de problématique d'endiguement. Et donc, je vais être très clair là-dessus, nous, aujourd'hui, notre contribution servait simplement à entretenir les fossés, les cours d'eau et à nettoyer la végétation et ne servait pas à créer des systèmes d'endiguement. La précipitation un peu cavalière du maire de Piolenc qui a mis son adjoint à la présidence du Rieux-Foireau il y a encore quelques jours, l'absence de construction et de concertation nous porte à croire que nous devons prendre la balle au bond de cette dissolution qui a été voulue par la CCAOP, pour laquelle nous souhaitions désormais juste mettre l'enveloppe nécessaire à l'entretien des fossés et des cours d'eau et pas que cet argent serve à d'autres. Je pense que d'autres collectivités doivent financer les systèmes d'endiguement, tout simplement. Donc c'est une maîtrise en direct, mais rien ne change sur la question de la gestion, puisque même si c'est la CCRLP qui finance, ça sera toujours les élus communautaires de Mornas qui décideront des orientations d'aménagement, comme ça a toujours été le cas. Je vous rappelle au passage que c'est les élus de Mornas qui siégeaient au syndicat du Rieux-Foireau pour notre collectivité, pour représenter au mieux les intérêts de leur commune. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, pour pas que ça fasse d'autres interprétations que celle-là. Et d'ailleurs, nous attendrons que la DDT et les services de l'État actent la dissolution qui pourrait intervenir vraisemblablement à la fin de l'exercice budgétaire, c'est-à-dire en fin d'année. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 17. Il s'agit cette fois du Lauson. Monsieur Garcia. Oui, le rapport numéro 17, donc c'est le transfert de compétences GEMAPI au profit du syndicat mixte du bassin versant du Lez, du cours d'eau Le Lauson Est sur la commune de Bolène. Considérant la volonté communautaire de promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau des milieux aquatiques et de la prévention des inondations à une échelle géographique pertinente,
Considérant que le bassin versant du Lauson Est sur la commune de Bolène dépasse le cadre territorial de la communauté de communes et qu'aucune structure de gestion n'existe à l'échelle du bassin versant, qui concerne 3 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, considérant que la présente délibération constitue un acte préparatoire au transfert de compétences GEMAPI au profit du syndicat mixte du bassin versant du Lez, de Saint-Restitut jusqu'à l'A7 sur la commune de Bolène. Le conseil communautaire est invité à approuver le transfert de compétences, d'approuver, dans l'attente du transfert effectif de la compétence GEMAPI au syndicat, la délégation de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, pour ce qui concerne la réalisation du programme d'entretien pluriannuel des berges et du lit du cours d'eau du bassin versant du Lauson, selon les termes de la convention de délégation ci-jointe, autorisé le président à signer. Merci, Monsieur Garcia. Y a-t-il des questions? Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité, sans la voix de Monsieur Grappin. La question numéro 18, il s'agit de convention de gestion dans le cadre de la compétence transport et il s'agit de transport scolaire à Mondragon. Monsieur Lambertin. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons 2 délibérations à l'identique pratiquement, une qui concerne Mondragon, l'autre Mornas. Il s'agit dans le cadre des transports, donc d'une convention de gestion pour permettre aux communes, d'abord la commune de Mondragon, d'assurer donc la surveillance lors des transports scolaires au niveau communal, donc pour Mondragon d'abord et ensuite pour Mornas. Et ces délibérations avaient déjà été prises, il convient de les renouveler. Donc on renouvelle les conventions. C'est fait pour 1 an, mais renouvelable 1 fois. Donc dans 2 ans, il faudra redélibérer, peut-être. Voilà, donc moi je vous mets donc d'abord pour Mondragon. Donc pour Mondragon, est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport 2019 Même chose, pour Mornas. Ça concerne la commune de Mornas cette fois-ci, donc même délibération. Est-ce qu'il y a des interventions? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 20, il s'agit de la convention de gestion des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire reconnus d'intérêt communautaire pour la commune de La Palue. Monsieur Perron, vous avez la parole. Alors, vu l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 21 février 2023, vu le projet de convention proposé en annexe, considérant que certaines communes souhaitent assurer la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, ces missions n'ayant pas donné lieu à transfert de personnel, considérant qu'il convient ainsi de mettre en place une coopération entre les communes et la communauté de communes. À cette fin, il est proposé d'élaborer une convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la commune de La Palue assurera la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire à compter du 1er avril 2023 pour une durée d'1 année renouvelable 1 fois de manière expresse pour la même durée. Le Conseil communautaire est invité donc à valider les termes de la convention de gestion annexée à la présente et d'autoriser, bien entendu, Monsieur le Président, à signer l'ensemble des actes et documents s'y rapportant. Merci, Monsieur Perron. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 21, il s'agit cette fois toujours sur ce périmètre de compétences pour la commune de Mornas. Monsieur Perron. Alors c'est la même question. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 21 février 2023, considérant que certaines communes souhaitent assurer la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, ces missions n'ayant pas donné lieu à transfert de personnel, considérant qu'il convient ainsi de mettre en place une coopération entre les communes et la communauté de communes, il est proposé d'élaborer une convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la commune de Mornas assurera la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire à compter du 1er avril 2023. Alors pour une durée d'1 année, renouvelable 1 fois de manière expresse pour la même durée. Le Conseil communautaire donc est invité à valider les termes de la convention de gestion annexée à la présente et bien sûr d'autoriser le Président à signer l'ensemble des actes et documents s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 22, il s'agit de la convention relative au remboursement de la consommation d'électricité de panneaux électroniques à Bolène. Monsieur Perron.
Alors, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 21 février, donc, il est proposé de renouveler la convention relative à l'implantation de panneaux d'information municipale et l'utilisation du système d'électricité du PIT de Bolène. La communauté de communes Rhône-Lens-Provence conserve la prise en charge du contrat de fourniture d'électricité pour l'ensemble des équipements raccordés au compteur du point d'information du tourisme du PIT. La commune de Bolène remboursera annuellement à la communauté de communes la part relative à la consommation du panneau électronique, calculée selon la moyenne de consommation annuelle du panneau, à savoir 8 760 heures multipliées par 240, donc 2 102 400 watts an, au coût du kilowatt facturé par le fournisseur d'énergie à la communauté de communes. Le conseil communautaire est donc invité à valider le renouvellement de cette convention suivante. Et d'autoriser, Monsieur le Président, bien sûr, à signer Merci. tous les documents. Il s'agit donc d'une prévision. Bien évidemment, on ne facturera que le consommé. Et vous aurez tous remarqué que 8 760 heures, c'est exactement le nombre d'heures sur une année, 24 heures sur 24, mais ce n'est pas forcément la réalité de l'éclairage du panneau, mais à la facture du panneau, c'était pour permettre d'avoir cette moyenne de consommation. S'il n'y a pas de questions, qui s'abstient, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 23, il s'agit de la définition d'un intérêt communautaire sur des compétences optionnelles. Monsieur Perron. Alors, vu l'avis favorable de la Commission des finances, donc, considérant que l'intérêt communautaire dans le cadre de la compétence construction, aménagement, entretien et gestion des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire comprend à ce jour, sur Bolène donc, école Péry et les deux haies d'Hibiscus, école Dufaux ainsi que les deux parkings, les et l'espace vert situé à l'entrée de l'école, école Giono ainsi que le parking des enseignants, l'espace vert situé côté restaurant scolaire et la terre pleine située à l'entrée, école Blanc située à l'entrée de l'école et le talus situé à l'entrée nord, école Curie ainsi que les parkings des enseignants, le portail d'accès, les accédés. Les espaces verts situés devant le bâtiment de l'école élémentaire, à côté du portail d'accès, côté court face à l'école de musique, devant le restaurant scolaire et l'espace vert clos devant entre l'école maternelle et le parking Gambetta. Et ensuite l'école de Tamaris. Pour Mondragon, le groupe scolaire Jean Moulin dans sa totalité, y compris l'espace Sylvette Nicolas, les parkings usagers et enseignants, la garderie périscolaire, donc située à l'intérieur et à l'accueil de loisirs, sans hébergement et de sage. Pour Mornas, l'école Dolto, son annexe périscolaire, le Pichoun, ainsi que les aires de stationnement des enseignants des usagers. Excusez-moi. Donc des usagers. Et pour la Palue, l'école Pergot et les aires de stationnement, l'école du parc et les aires de stationnement. Ensuite, considérant qu'au sud de l'école de Tamaris, sur la même emprise foncière, parcelle AE 142, se trouve un terrain arboré et grillagé possédant un portail de communication avec l'école et permettant la pratique sportive des élèves. La commune de Bolène sollicite donc l'ajout de l'équipement suivant à l'intérêt communautaire terrain de sport de l'école de Tamaris. Le conseil communautaire donc est invité donc à modifier la délibération du 13 mars 2018 du conseil communautaire relative à la définition de l'intérêt communautaire des équipements préélémentaires et élémentaires, rajouter l'intérêt communautaire à l'équipement suivant commune de Bolène, terrain de sport de l'école de Tamaris, préciser que les modalités financières de cette modification feront l'objet d'une révision de l'attribution de compensation en application des décisions qui seront prises en conséquence par la commission locale d'évaluation des charges de transfert. Merci, Monsieur Perron. Tout le monde aura corrigé l'école du parc qui n'existe plus puisque c'est l'école René Char. Et il faut juste le modifier afin qu'on n'ait pas de problème sur la palue. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 24, il s'agit du marché de gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage. Monsieur Perron. Alors, considérant que la communauté de communes entend poursuivre l'exploitation de ce service sous forme d'un marché public confié à un prestataire extérieur, l'objet, c'est gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, procédure appel d'offres ouvert, durée d'exécution du marché, l'accord cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans. À compter de la notification du marché, il pourra se renouveler une fois
pour une période de 24 mois par décision expresse de l'acheteur. La durée maximale du marché ne pourra excéder 4 années au total. Un avis d'appel public à la concurrence a été lancé le 3 janvier 2023, fixant la date limite de remise des offres du 6 février 2023 à 12 h. La commission d'appel d'offres réunie le 16 février à 10 h a désigné l'offre suivante comme économiquement la plus avantageuse. Alors titulaire, c'est SG2A, qui se situe 355 rue des Mercières à Rieux-la-Pape, pour un montant annuel hors taxe de 57 900 € et un montant TTC donc de 69 480 €. Le Conseil communautaire est donc invité à approuver la procédure d'appel d'offres relative à la gestion de l'accueil des gens de voyage, d'autoriser, Monsieur le Président, à signer le marché public ainsi attribué par la Commission d'appel d'offres et autoriser le Président à signer l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur Perron. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 25, il s'agit de la cession de l'ensemble immobilier au 8 avenue Pasteur à Bolène, cadastré CB104. Il s'agit du bien qui, pour ceux qui le connaissent, est l'ancien flamenco sur le Pasteur, pour une superficie de 580 mètres carrés. Nous avons une proposition de pouvoir vendre amiablement ce bien au bénéfice de Grand Delta Habitat pour un montant de 380 000 sous réserve de l'obtention des autorisations d'urbanisme nécessaires à l'opération. Et donc il convient d'accepter cette vente et de m'autoriser à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cet immeuble par vente de gré à gré, dit amiable, dans les conditions prévues au Code général des collectivités territoriales et dont l'acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun. Enfin, dire que les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Calero. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes là encore face à une belle illustration de vos échecs. Vous aviez acheté le flamenco pour revitaliser le centre-ville, mais de revitalisation du centre-ville, nous n'en verrons pas. Et aujourd'hui, vous revendez ce bien. Un peu comme pour la poissonnerie, un peu comme votre politique depuis 10 ans, à grand renfort d'articles. J'ai encore d'ailleurs celui du 16 juin 2021. Celui-là, m'en rappelez. Le flamenco était vendu. Vous posiez tout sourire, comme toujours dans le journal. Et comme toujours, les lendemains déchantent. Et 2 ans après, le flamenco est toujours fermé et le bâtiment continue de se dégrader. Vous êtes obligé de revendre ce bien à un opérateur social, car vous êtes incapable de le restaurer et de retrouver un repreneur. Heureusement que Grand Delta Habitat est là pour vous sauver la mise. Encore une fois, vous avez fait perdre du temps et de l'argent aux contribuables vaudois. C'est un nouvel aveu de votre incapacité à mener des projets. Vous communiquez beaucoup, mais quand vient l'heure du bilan, il n'y a rien. Cela rejoint le sujet abordé hier en conseil municipal à Bolène, où vous sollicitiez un nouveau délai pour le dispositif Petite Ville de demain. Vous aviez 18 mois pour rédiger un projet. Vous ne l'avez pas fait. Pour le flamenco, vous avez eu 5 ou 6 ans, mais là aussi, il vous faut un délai. Il vous faut toujours un délai, alors que vous avez tous les pouvoirs. Quel aveu! Bien, j'en attendais pas moins de vous, Madame Calero, puisque à part diffuser votre venin et vos commentaires, vous ne savez pas faire grand-chose d'autre. Parce que vous êtes resté 12 ans en responsabilité et que vous avez oublié d'un revers de main que pendant 12 ans, vous n'en avez rien fait de ce bâtiment, si bien que l'intercommunalité l'a acheté, que porter l'investissement pour réhabiliter le flamenco, c'est mettre 1,5 million de travaux dans un bâtiment qui nous a coûté 380 000 €, que notre responsabilité, c'était de justement pas dilapider l'argent du contribuable, contrairement à ce que vous avez pu faire, vous, notamment sur les zones d'activité. On pourrait parler de la ZAC, d'ailleurs, pendant vendu et revendu de nombreuses fois, payé 3 ou 4 fois par le contribuable. Et ça vous posait pas de difficulté. Même quand le contribuable paye vos déplacements personnels, Madame Bompard, ça ne vaut pas. Mais vous parlez de Bolène hier, oui. Je sais que ça vous dérange, mais vous défendez, Madame, vous n'avez pas la part.
Vous voyez que ça vous dérange parce que vous défendez le contribuable que quand vous avez envie de défendre le contribuable, mais quand vous prenez l'argent du contribuable pour des déplacements personnels, là, le contribuable, ça ne vous dérange pas. Et nous aurons, mais non, mais vous aurez l'occasion d'en parler et vous inquiétez pas, vous financerez la totalité et des procédures et des frais d'avocat que nous avons engagés dans ce dossier. Vous inquiétez pas. Par contre, moi, sur l'argent du contribuable, il aurait été indécent de vendre moins cher que ce que nous avons acheté, et nous étions dans l'incapacité financière de porter à plus d'1,5 million les travaux, vous n'aurez pas la parole madame, d'1,5 million sur la réhabilitation du flamenco. Et je vais vous répondre sur PVD, puisque vous m'avez parlé des délais. Les délais sont demandés à la demande de l'État de 6 mois, parce que l'État n'est pas en capacité d'organiser Petite Ville de demain. C'est l'information de la DDT ce matin, suite au conseil municipal que nous avons eu hier, et donc tous les labels Petite Ville de demain du département de Vaucluse sont tous prolongés de 6 à 9 mois. Bolène n'en fait pas l'exception, le délai ne vient pas de nous, mais si vous étiez un peu plus avertis, vous en seriez certainement un peu plus aux affaires. En ce qui concerne Grand Delta Habitat, nous avons l'opportunité de récupérer l'antenne, qui est aujourd'hui l'antenne d'Orange, qui permettrait à 20 collaborateurs d'Orange de venir sur Bolène, dans le cœur de ville, pour gérer 2000 logements du parc, qui va de Montélimar jusqu'à Mornas et qui passe même par l'enclave des Papes, puisque Grand Delta est très grand sur les logements. Et ça permettra également, puisque le rez-de-chaussée serait dédié à l'agence Grand Delta Habitat, d'avoir des logements à l'étage sur l'ancienne hôtellerie, sur l'ancien hôtel, en réhabilitant l'ensemble des chambres, en y faisant des appartements. Donc cette réalisation permet à la fois de faire venir l'opérateur, de créer des appartements. Et en ce qui concerne l'ancien projet, il y avait un projet qui nous avait été proposé lorsqu'il est passé devant le notaire, et j'en veux ni à la personne qui nous a proposé ça, puisque ça fait l'objet d'un appel à projet, mais à la fois la frilosité des banques, le contexte dans lequel nous avons lancé ce projet a fait que la personne qui avait proposé ce projet n'a pas eu le suivi des banques pour aller jusqu'au bout de cette réalisation. Donc moi je veux bien tout entendre, mais sur ce sujet, à part commenter notre action, vous, en 12 ans, vous n'avez pas fait grand-chose. Voilà sur ce sujet-là. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 26, Madame Bompard, c'est le préambule au débat d'orientation budgétaire sur la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit donc d'un rapport préalable. Monsieur Perron, vous avez la parole. Alors, vu le décret... Allez, madame, si vous Vu le décret numéro 2015-761 du 24 juin 2015, relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes intéressant les collectivités territoriales, l'article 1. Vu le protocole d'accord du 8 mars 2018 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, il est rappelé que la loi du 4 août 2014 dispose que les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre une politique pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination. L'employeur est ainsi tenu de veiller à l'égalité professionnelle et salariale et de rechercher la mixité dans les métiers et les postes d'encadrement. Ainsi, le décret du 24 juin 2015 a bien confirmé cette prérogative et prévoit que les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, préalablement au débat sur le projet du budget. Le Conseil communautaire donc est invité à prendre acte de la présentation du rapport de la communauté de communes sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, préalablement au débat d'orientation budgétaire 2023. Merci, Monsieur Perron. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Donc il s'agit de prendre acte, pardon. Question numéro 27. Il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Conformément à l'article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le budget de la communauté de communes est proposé
par le président et voté par le conseil communautaire. Un débat a lieu sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Monsieur Perron, vous avez la parole. Alors, considérant que ce rapport d'orientation budgétaire fait plus de 30 pages, je n'ai pas à vous en faire la lecture complète, mais je tenais à mettre en lumière certains points. Concernant l'année 2022, tout d'abord, en section de fonctionnement 2022 est marquée par 3 principaux éléments. Le premier, le contexte économique national et international, avec une inflation extrêmement élevée qui a entraîné tout au long de l'année 2022 et encore en 2023 une hausse des coûts des denrées alimentaires, de l'énergie, des carburants et des matières premières. Deuxièmement, la prise en charge sur une année complète de la compétence mobilité pour laquelle les attributions des communes membres ont été déduites durant le courant de l'année 2022. Numéro 3, le maintien jusqu'en juillet 2022 des cadences accélérées de nettoyage dans les écoles pour faire face à la situation sanitaire exceptionnelle. Les dépenses de fonctionnement 2022 de la communauté de communes sont enfin toujours fortement marquées par le reversement de 40% de son budget de fonctionnement aux communes, alors que, rappelons-le, la moyenne de reversement des EPCI à des communes membres s'élève habituellement à 25%. Deuxièmement, concernant les investissements portés sur le territoire en 2022, la communauté de communes a poursuivi sa politique pluriannuelle d'investissement et a porté près de 8 millions d'euros de travaux sur nos communes. 1 400 000 d'euros investis pour la protection des personnes et des biens dans le cadre de la compétence GEMAPI, plus de 1 400 000 euros pour poursuivre la rénovation et la sécurisation des écoles et des restaurants scolaires, près d'1 million d'euros pour la manufacture, près de 800 000 euros pour la maison du terroir, plus de 600 000 euros investis pour les bâtiments culturels, 474 000 euros pour la construction de la station phytosanitaire de Bolène, 320 000 euros pour la création de 3 commerces de proximité à la Motte-du-Rhône, 175 000 euros au titre du renouvellement des équipements liés aux déchets ménagers, BAC et PAV. Ces investissements ont été portés par des financements propres et des subventions sans recours à l'emprunt en 2022. Deuxièmement, concernant les orientations 2023, le contexte financier 2023 s'annonce fort complexe et défavorable à la communauté de communes, au regard notamment des deux principaux facteurs. Premièrement, la suppression de la CVAE dès 2023, conjuguée à la poursuite de la réduction des bases de la CFE pour les entreprises industrielles, entraîne pour un territoire à forte valeur ajoutée et industrielle, comme le nôtre, une baisse effective et à venir des recettes liées à l'activité économique. En effet, 2023, la CCRLP se voit ainsi privée au titre de la CFE de ses ressources fiscales pour environ 1 million d'euros, et ce pour la 3e année consécutive, soit 3 millions d'euros depuis 2021. La CVAE, qui avait subi déjà une baisse de plus de 1 800 000 euros en 2022, sera tout simplement supprimée et compensée par l'État à un niveau qui reste à déterminer. On n'est pas encore. La complexité des mécanismes de compensation détaillés en page 6 du DOB démontre une volonté de l'État à délier l'activité économique et l'attractivité d'un territoire de sa richesse fiscale. Ensuite, avant la mise en place de ces mécanismes, ce sont tout simplement près de 3 millions d'euros qui vont échapper chaque année à la CCRLP et 1 million d'euros au titre de la SAF et 1 800 000 euros au titre de la CVAE. Ensuite, il est primordial de rappeler que l'inflation va peser de manière drastique sur les finances de la CCRLP en 2023. Le coût de l'énergie, tout d'abord, qui a fait un bond de plus d'1 million d'euros supplémentaires, malgré tous les efforts menés par les élus de la communauté de communes pour négocier des conditions tarifaires les plus raisonnables possibles. Par ailleurs, le poste d'alimentation va également connaître une hausse significative de près de 300 000 euros, car les prix des denrées sont de constante augmentation depuis environ 1 an maintenant. Et enfin, le dégel d'un point d'indice consenti par l'État au 1er juillet 2022 va peser sur les dépenses de personnel sur la totalité de l'année 2023. Concernant les dépenses d'investissement, la programmation des investissements se poursuivra dans le champ des compétences transférées à hauteur de 4 900 000 euros. Le budget principal pour 2023 prévoit la poursuite d'investissements forts, tels que détaillés en page 28 du rapport d'orientation budgétaire, le déploiement de la fibre, les fonds de concours, la manufacture, la maison du terroir, les travaux sur les équipements scolaires, sportifs ou culturels d'intérêt communautaire, particulièrement les toitures, d'importants travaux au titre de la compétence GEMAPI. Concernant les budgets annexes,
Le SPANC a connu une année 2022 normale, avec 67 contrôles dans les 8 ans, ce qui se traduit par des niveaux de dépenses et de recettes habituels. L'Office de tourisme a pu mener sa progression d'été avec une clientèle en augmentation sensible, notamment les étrangers. Le pôle médical s'est étendu avec l'installation d'un cabinet d'ophtalmologie au rez-de-chaussée bâtiment B. La zone de la croisière et de la Castres sont en cours de commercialisation et les acquisitions foncières de la zone à Romparc se poursuivent. Les budgets 2023 dressés par des budgets annexes sont donc établis dans la prudence. Le budget du SPANC aura encore pour cette année un fonctionnement normal en termes de nombre de contrôles. Les budgets des zones de la croisière et des Castres sont dans l'ensemble en bonne voie de commercialisation. Sur le budget de la zone de l'annexe Zangler-Rospark, les acquisitions progressent tandis que la vente a déjà été validée par le Conseil communautaire le 30 mars 2021. Et le budget de l'Office de tourisme prévoit donc des actions de promotion du territoire et le pôle médical poursuivra son activité. Voilà pour les grandes lignes du DOB. Merci Monsieur Perron. Y a-t-il des interventions? Madame. Et après Monsieur. Je disais donc que ce débat d'orientation budgétaire se situe dans la droite ligne de ces 10 dernières années, où vous êtes président de cette collectivité. Et malheureusement, on constate hausse des dépenses de fonctionnement, hausse des dépenses d'investissement familique, et endettement record. En effet, depuis 2020, vous annoncez des mutualisations entre Bolène, par exemple, et la CCRLP. Si elles figurent bien sur le papier, elles ne produisent toutefois aucun effet financier. En effet, et je voudrais rester un moment sur ce sujet, vous mutualisez des postes, vous transférez des personnels des communes vers la CCRLP, et pourtant, chaque année, le chapitre 012, celui des frais de personnel, augmente tant à la CCRLP qu'à la ville. Comprenne qui pourra. Je crois que c'est 10% sur ce budget. Et j'aimerais comprendre comment vous faites, encore une fois. Comme chaque année, les dépenses de fonctionnement sont en hausse. Près de 20% cette année. Comme à chaque fois, ce sont les habitants et les entreprises qui payent. Et effectivement, pendant 12 ans, monsieur, j'ai travaillé pour les Bolénois et pas pour mes photos dans la presse. Si l'on ajoute là à cela les hausses de charges que nous avons vues hier en conseil municipal à Bolène, la CCRLP est un gouffre et ne permet en aucun cas des économies. Vous déplorez dans les hausses des charges les prix de l'énergie. Mais d'une part, vos charges augmentaient déjà bien avant la hausse de l'énergie. Et finalement, dans votre budget, c'est assez marginal, au budget que vous présentez. D'autre part, et j'ai eu l'occasion de rappeler, mais tout cela est le fruit de vos choix politiques nationaux. En effet, vous avez soutenu Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Vous avez soutenu, je répète, Madame Ricard, M. Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Or, celui-ci avait pris comme engagement de fermer la filière nucléaire en France. Ainsi, le 27 novembre 2018, il annonçait sa volonté de fermer en 2018, pas hier matin. C'est important, madame, de savoir pour qui on vote et pour qui on fait voter. C'est important. Parce que sinon, on en paye le coup après. C'est ce qui se passe. Donc, en 2018, notre président chéri, actuellement, il annonçait sa volonté de fermer 14 réacteurs d'ici à 2035.
J'ai encore le texto, hein, enfin qu'on a capture d'écran. Voilà, vous allez voir. Sur le nucléaire, concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif de 2 réacteurs de Fessenheim. Il se prolongera avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. Madame Borne, qui était alors ministre de la Transition écologique, annonçait, elle, le 19 février 2020, après l'arrêt de Fessenheim, que la fermeture du réacteur était un engagement d'Emmanuel Macron et que c'était un moment, tenez-vous bien, historique pour notre pays. Effectivement, c'est historique, parce que comme calamité, comme énormité, comme bêtise, c'est historique. Et c'était cohérent avec sa politique, bien évidemment, de réduire le nucléaire en France, qui était pourtant notre indépendance, qui a assuré notre indépendance énergétique, on le voit bien maintenant. Et puis, puisque en plus, nous payions l'électricité, nous avions le coût le plus bas de l'électricité en Europe. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous goûtons les fruits savoureux de cette politique historique. Alors ne vous plaignez pas, monsieur. Vous avez cautionné cette politique. Vous avez appelé les gens à voter pour Emmanuel Macron et vous avez appelé les élus à voter pour sa députée, qui n'a pas été élue d'ailleurs, grâce à Dieu. Voilà les politiques que vous soutenez et qui nous conduisent à la ruine et au chaos. Mais par ailleurs, je ne comprends pas bien de quoi vous vous plaignez, car dans le même temps, vos recettes augmentent de 8%. Là encore, vous essayez de cacher vos échecs derrière le contexte national. La programmation des investissements est sans surprise. Que retrouvons-nous chaque année depuis 2017? La Maison du Terroir et la seconde salle de cinéma. D'ailleurs, j'en arrive à me demander, on aimerait savoir si un jour le montant total de cette construction, parce que d'avenant en avenant, on se demande si on est en train de faire une salle de cinéma ou 4 ou 5. Le coût, je l'attends à la fin, à la sortie. Les APCP sont un aveu. Vous n'avez aucune ambition pour le territoire. Vous ne contribuez pas à améliorer la qualité de vie des habitants de ce territoire, malgré des budgets colossaux. Il vous en faut toujours plus pour réaliser toujours moins. Ainsi, sur la question des déchets, vous augmentez les taxes, mais le service rendu à la population est loin de satisfaire cette population. La fibre, ce n'est pas vous. Les fonds de concours, ce n'est pas vous. Et en dehors de vos arlésiennes manufactures et halles de producteurs, parce que là aussi, on a commencé par une halle de producteurs, puis c'est devenu un centre, je ne sais pas quoi, puis maintenant ça a encore changé, ce qui me fait dire d'ailleurs que si vous n'étiez pas sûr, monsieur, de faire le flamenco, il ne fallait pas l'acheter. Ou alors, ça veut dire que vous achetez simplement pour faire une photo et faire des annonces sur le développement économique que vous êtes le seul à avoir en compétence et non pas la ville de Bolène. Comme aucune autre des villes de cette intercommunalité, monsieur. Vous êtes seul à avoir le développement économique et si j'ai bien vu, cette question est posée en développement économique. Donc je disais, à quoi servent vos annonces puisque vous ne les suivez même pas. Les habitants payent pour vos erreurs. Marie l'a dit sur le flamenco, mais c'est vrai pour ailleurs. Les habitants de tout ce territoire payent pour vos errances, vos erreurs et vos erreurs de jugement politique. Mais j'arrive au plus grave. Que vous ne fassiez rien pour le territoire, c'est une chose. Mais voir l'endettement devenir aussi colossal, c'est autre chose. Vous êtes parti de 24 millions d'euros en caisse en 2014
pour atteindre aujourd'hui 4 millions d'euros de dette. 4 millions d'euros de dette. Alors, ne me parlez pas la dette de Bolène, encore une fois, parce que hier, je vous ai fait une analyse factuelle. La seule chose que vous ayez été capable de me répondre, c'est sur mes déplacements privés qui n'en étaient pas et que j'ai remboursés parce que vous m'avez dénoncé auprès de la préfecture, alors que j'avais eu le courage, moi, par rapport à tous mes autres collègues, de faire une délibération annonçant que je faisais ce voyage. Mais dans votre grande classe, vous avez écrit à la préfecture pour dire attention, et la préfecture, effectivement, comme j'avais été prévenue par d'autres maires de ne rien faire parce qu'il ne fallait pas que je fasse de délibération, qu'eux n'en avaient pas fait, et je ne parle pas du maire d'Orange, hein. Je parle d'autres maires que vous connaissez bien, et qui m'ont dit, madame, vous n'auriez pas dû faire cette délibération, parce que vous n'auriez pas été embêtés. Nous ne l'avons pas faite, et nous avons le voyage, car ça, il s'agissait de voyage de tous les élus de la PACA, étaient invités à faire ce voyage. Donc voilà où vous vous classez dans votre gestion et vos assertions, auxquelles vous ne me laissez pas répondre. Mais je viens de répondre. Je disais donc, vous êtes parti de 24 millions d'euros en caisse en 2014 pour atteindre aujourd'hui 4 millions de dettes. Vous proposez un nouvel emprunt pour 1 million 100 d'euros. Vous allez atteindre 5 millions d'euros de dettes. Pour quel projet? Quel résultat? Allons un peu plus loin. Vous affichez des emprunts sur les zones économiques également. 1,5 million pour la croisière, 3 millions pour la ZAC Pan-Europark. Certes, vous espérez que les ventes compenseront, mais certains d'ici se rappellent de la zone Notre-Dame de Mondragon, qui a fini avec un déficit de 1,2 million. Un déficit de 1,2 million. Et là, nous nous sommes fait insulter aussi, que nous ne comprenons rien, que nous étions incapables de faire du développement économique. 1,2 million de déficit sur la zone de Mondragon. Ces sommes nous conduisent à quasiment 10 millions d'euros d'emprunts contractés ces 3 dernières années. Soyons conscients de ces chiffres. Qu'allez-vous laisser au prochain président de la CCRLP? Vous allez laisser un champ de ruines et un endettement abyssal. Mais sûrement que vous allez nous dire « Je n'en attendais pas moins de vous, vous êtes prévisible ». C'est toujours comme ça que vous défendez vos positions, avec des phrases et des accusations toujours tellement puériles qu'effectivement on essaye d'y répondre, mais que on s'aperçoit que vous ne changerez jamais, vous vous cachez derrière ce bilan catastrophique, mais c'est les Bolénois, les Lapallusiens, les Mornassiens, les Mondragonais qui payeront vos erreurs, monsieur. Et qui les payent déjà d'ailleurs. Et qui les payent déjà. Monsieur Mossy. Merci, Monsieur le Président. Étant donné que c'est un débat, je pense que c'est normal qu'on essaie d'apporter une contribution, ce que je vais faire cette année. Comme vous tous, je regrette que les dotations globales de fonctionnement de l'État soient en baisse. Pour autant et en même temps, je regrette qu'on n'ait pas réfléchi à des recettes complémentaires et par exemple la compétence pour la distribution de l'eau et l'assainissement qui aurait permis d'augmenter notre dotation globale de fonctionnement, d'autant que nous serons obligés d'acquérir cette compétence en 2026. Le rapport de la Cour des comptes régionale, dans sa page 19, en faisait état, en relevant qu'on n'était pas éligible à cette bonification de dotation globale de fonctionnement, puisque nous ne répondions pas aux différents articles qui nous auraient permis de l'apercevoir. Et donc, il disait par conséquent, la Chambre constate que la communauté n'exerce pas ses compétences qu'à minima et seulement lorsque ces dernières deviennent obligatoires par la loi. On se plaint du manque de recettes, mais en clair, je viens de démontrer qu'on ne prend pas toujours celles qui s'offrent à nous. Et c'est très bien exposé dans le rapport qui a été soumis par notre président chargé des Finances. Dans les pages 7 et 11 du rapport, il est clairement dit qu'on a moins d'attributions
parce qu'on n'a pas suffisamment de compétences. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre des compétences pour prendre des compétences, mais il faudrait quand même se poser un petit peu pour savoir comment on en prend un peu plus. Ce que je regrette aussi, c'est qu'un budget de 30 millions, je siégeais dans une dizaine de conseils d'administration de sociétés différentes, j'ai jamais vu un budget de 30 millions être discuté aussi vite, aussi rapidement, avec aussi peu d'explications, aussi peu de débats, alors que c'est de l'argent public. Mis dans une société privée, il y a des bénéfices, il y a des actions. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, on y retrouve nos petits. Mais là, on est dans un fonctionnement d'un service public. Et on a très peu de débats. Et d'ailleurs, la Cour des comptes le soulevait. Elle disait les charges qui sont injustement justifiées par l'intercommunalité dans le cadre des débats d'orientation budgétaire, débats qui, pour ma part, n'ont que le nom pour dire que cela a été fait. J'aimerais que M. Perron arrête de marmonner une fois de plus. Monsieur Perron, s'il vous plaît. Monsieur Mossy, je vous en prie. Merci, M. Perron. Non, mais s'il vous plaît, finissez votre propos. En effet, les postes de, Monsieur Perron. de recettes et de charges demanderaient plus de concertation, d'explication lors de la présentation des orientations du budget. Pour exemple, où en est-on de l'absentéisme du personnel, avec des chiffres 2 fois supérieurs aux chiffres nationaux pour les collectivités territoriales. Hein, j'ai regardé un article du Monde qui pointait tous les absentéismes en France. On est à 2,8 dans l'éducation nationale, on est à 5,7 dans les collectivités territoriales. Seuls les hôpitaux font un peu mieux. Et dans le privé, le taux d'absentéisme est beaucoup plus bas. Et ce taux d'absentéisme a forcément un effet sur le budget. Puisque je rappellerai que le budget du personnel, c'est 6 millions d'euros. 6 millions d'euros sur à peu près 30, ça fait 20%, mais si on retire ce qu'on reverse aux communes, ça fait 37% du budget. Donc c'est dommage de ne pas s'attarder plus longuement sur les postes de personnel. Alors on a le rapport social, certes, mais dans le rapport social, on n'a pas à aborder le problème de l'absentéisme. On a les taux. Donc c'est quand même intéressant, on peut les comparer avec les autres. Et ce que je me suis aperçu, c'est que ces taux ne s'améliorent pas. C'est-à-dire que le taux d'absentéisme sur les 3 dernières années, depuis que je siège dans cette communauté des communes, ne baisse pas. Alors c'est regrettable pour le budget, mais c'est aussi regrettable pour le mal-être du personnel. Parce qu'on nous dit tout le temps que les risques psychosociaux se traduisent souvent par l'absentéisme. On a un taux d'absentéisme, je crois qu'on rajoute les congés maternité, les accidents de travail, etc., de 17%. Sur un budget de 6 millions, c'est vite calculé. Ça fait pratiquement 1 million d'euros si on pouvait réduire l'absentéisme, qui nous permettrait de réduire les coûts de personnel. L'augmentation des taxes ménagères. Avec un volume de déchets non maîtrisé, nous l'avons vu, nous n'arrivons pas à maîtriser nos volumes de déchets qui tous les ans augmentent, avec des services coûteux, délégués à des entreprises privées, j'en avais parlé, Suez et autres, le débat sur des solutions plus collectives, de nouvelles pratiques, n'étant pas abordé ou rarement abordé. Enfin, et pour être bref, concernant le pôle médical intercommunal, où nous déplorons déjà le départ de médecins, des rumeurs s'amplifient concernant les mécontentements et les menaces de départ d'autres médecins, ainsi que des problèmes de secrétariat. Je tiens des médecins du pôle médical. Voilà un an, j'avais abordé le problème d'un contrat nommé Communauté territoriale des professionnels de santé, ainsi que la création de maisons de professionnels de santé, à l'image de ce qu'ont fait de nombreuses EPCI du Vaucluse. L'année dernière, aujourd'hui, c'est 11 sur 14. Il n'y a que 3 EPCI dans le Vaucluse qui n'ont pas de contrats territoriaux. Aujourd'hui, on compte 25 maisons de professionnels de santé. 0 sur la communauté des communes. Il y a des projets de maisons médicales, mais pour le moment, on est à 0. Il y en a 25 dans le Vaucluse. Tout ça est mis en place en collaboration avec l'ARS. Donc on va me dire que c'est en cours. Je le sais, à une époque, on a voulu se rapprocher du Tricastin. Aujourd'hui, on parle d'autres domaines, mais n'empêche que pour le moment, ce n'est pas fait. Ce que je crains, c'est que le Nord-Vaucluse est déjà moins bien loti en nombre de médecins. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ARS,
puisque les chiffres du Vaucluse, alors PACA est bien loti en médecins par rapport au reste de la France, mais le département du Vaucluse est le département le moins bien loti de PACA, et le canton de Bolène est un des cantons les moins bien lotis du département du Vaucluse. Donc il ne faut pas croire qu'on est bien loti en nombre de médecins. Les banderoles que l'on voit dans certaines communes cherchant des médecins. Et ce que je regrette, et je le dis fortement, c'est que chacun cherche des solutions communales alors qu'il faudrait avoir une solution collective au niveau d'interco pour l'ensemble de la population du territoire. C'est pas chacun en allant chercher son petit médecin ou faisant sa petite maison médicale qu'on solutionnera le problème médical sur le canton. On le solutionnera collectivement et tous ensemble, et pas individuellement. Aussi, je pense que l'on devrait réfléchir à un développement de l'offre médicale sur notre territoire, avec des ambitions communes, et aussi pour développer des services publics, que ce soit en matière de distribution de l'eau, du ramassage des ordures et de bien d'autres sujets. Voilà ma petite contribution la plus courte possible, Monsieur le Président, parce qu'il y aurait bien à dire sur ce document qui est bien établi par vos services et qui nous permet de savoir un petit peu où en est l'état de notre communauté des communes. Merci Monsieur le Président, merci à tout le monde. Merci Monsieur Mossy. Y a-t-il d'autres interventions? Donc sur ce sujet, je vais répondre d'abord sur les questions que vous évoquez, notamment sur la question de la DGF qui diminue et de cette DGF qui ne cesse de diminuer d'ailleurs, et de ce fonds de péréquation que le président Hollande avait voulu bloquer et qui continue d'opérer de grands chamboulements dans nos collectivités, puisque le fonds de péréquation, c'est près de 1,6 million, 1,7 million par an. Simplement pour la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, quand on nous annonçait il y a encore 5 ans que ça allait être supprimé, mais on continue à payer dans ce fonds de solidarité pour les communes les communautés de communes qui ont moins de ressources que les nôtres. Sur la question de l'eau et l'assainissement, j'entends ce que vous dites sur la question du travail du législateur, mais je crois que globalement, ce que vous êtes en train de souligner, qu'elle mérite d'être évoquée, mais je pense sur les questions nationales, c'est la question du fonctionnement des communautés de communes en France et des EPCI et des mécanismes financiers qu'il y a entre le bloc local des communes et la communauté de communes. Parce que tous les textes législatifs ont fait en sorte que nous arrivions à ces dérives-là, sur la question des charges qui sont à la fois sur la question de l'absentéisme que vous évoquez et sur la question des coûts et des coûts liés à la fois au personnel et sur les charges à caractère général. Je m'explique. Le législateur a prévu que d'abord le transfert de la compétence se faisait par le bloc communal et que c'était à l'échelle du bloc communal qu'il était décidé s'ils ont transféré une école, une compétence, etc. Lorsque la commune ne veut pas se séparer d'une compétence, ce qu'on peut comprendre, la compétence reste gérée par la commune et donc il se crée 2 intercommunalités de 2 niveaux et le président actuel a en plus apporté une facilité à ce que les compétences transférées à l'échelon intercommunal puissent être rétrocédées à la commune, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 2 collectivités, l'intercommunalité et la ville, qui se retrouvent en compétition sur certaines compétences, mais qui, à mon sens, et nous le verrons dans les orientations, et j'ai cru comprendre que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé des assises des dépenses locales qui, à mon avis, vont mettre fin à ce débat-là très rapidement, parce que un peu à la méthode Sarkozy, nous allons vivre la révision générale des politiques publiques qui va dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais plus ça. Mais si on continue à pouvoir laisser la place et aux communes et aux OPCI de pouvoir aménager leur statut et leurs compétences d'exercice, je pense qu'on n'arrivera pas à grand chose dans la réduction des finances publiques, c'est-à-dire sur l'équilibre intercommunalité et commune. Et c'est pourquoi d'ailleurs que sur la question de l'absentéisme et sur la question des ressources humaines, je vais vous répondre. Comme la souveraineté du transfert relève du maire, qui affecte à la fois dans l'exercice 1 an avant le transfert de la compétence, la décision de l'affectation du personnel qui va partir avec la compétence, il y a eu dans les transferts bon nombre de personnes, et je le dis même si ça fait maintenant quelques années que je suis là, que je n'ai toujours pas vu
à la communauté de communes, quand bien même ils étaient transférés, mais je les ai pas vus le premier jour du transfert, hein, Monsieur Mossy. Et donc j'ai posé longtemps la question de savoir si c'était réellement dans les effectifs, mais telle était la cohérence du transfert. Le maire décide du personnel envoyé à la communauté de communes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est un peu comme le système déclaratif des impôts, le transfert de la compétence. C'est-à-dire que cette belle commission locale d'évaluation des charges transférées, qui au passage ne prend pas en compte la communauté de communes, puisque les membres qui y siègent sont 2 élus par conseil municipaux. Par conseil municipal, ce qui veut dire que la ville, enfin les villes sont représentées, mais l'intercommunalité ne siège pas et n'a pas de voix délibérante dans l'évaluation des charges transférées. Et on observe, d'ailleurs Bolène ne fait pas exception, des évaluations de charges transférées assez originales où nous avons des fois pas le fonctionnement, des fois un peu plus l'investissement, des fois pas du tout l'investissement. Et puis est-ce qu'on va compter le camion poubelle, est-ce qu'on va compter l'agent qui était là, etc., etc. Et donc ça fait aussi des charges supplémentaires à la communauté de communes, qui étaient forcément financés sur des financements directs de la communauté de communes et pas sur les financements qui étaient portés par les communes. Et donc, dans l'évaluation des charges, comme c'est un système déclaratif, et que c'est envoyé à la préfecture et que le préfet n'a pas de pouvoir, il n'a aucun pouvoir juridique sur l'évaluation des charges, puisque c'est un vote de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Comme c'est un système déclaratif, il se base sur les documents qui sont transmis par les communes pour évaluer les charges. Et donc, on se retrouve dans des situations où il faut peut-être plus de moyens humains in fine pour pouvoir gérer une compétence parce que le transfert n'a pas été bien géré dès le départ, et des compétences directes liées à l'exercice de la compétence que nous devons utiliser dans les caisses, puiser dans les caisses de la communauté de communes parce qu'elles ont été sous-évaluées dès l'évaluation du transfert. Donc, entendez Madame Bompard qui, à part Joe Biden et Vladimir Poutine, nous a pas parlé de beaucoup d'autres choses, mais elle aurait pu d'ailleurs parler de l'Ukraine et d'autres considérations, ça nous aurait fait faire un petit vol. D'ailleurs, on se demandait si elle était toujours avec nous ou si elle cherchait un autre mandat électif dans d'autres sphères, tant elle a parlé de sujet, mais pas forcément de celui qui nous concerne aujourd'hui. Mais vous avez été un peu plus terre à terre et donc je vais vous répondre sur 2 autres sujets, la question du médical. Sur le médical, nous sommes saisis de cette question, parce que c'était une vraie problématique. Mais dès que nous en sommes saisis, dans la compétition des territoires, l'agence régionale de santé qui pilote à la fois les maisons de santé pluridisciplinaires, qui regarde les aides octroyées, puisque vous savez qu'il y a différentes zones, il y a les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire. Nous étions jusqu'à avoir plus de médecins, puisqu'il en restait 2 sur le territoire bolénois par exemple, et quelques-uns qui étaient sur l'ensemble du territoire, et d'autres communes ont perdu des médecins. Nous sommes passés de zones d'intervention prioritaire à aujourd'hui, depuis un arrêté régional de l'agence régionale de santé du 4 février 2022, en zone d'action complémentaire. Et la nuance est très importante puisque la zone d'intervention prioritaire permet une aide de l'agence régionale de santé de 50 000 € à l'installation d'un médecin dans son cabinet, ce que ne permet pas la zone d'action complémentaire. Et comme nous sommes à l'interface de zones où on se retrouve avec la Motte et la Palud dans des zones d'intervention d'agence régionale de santé qui sont un peu plus gardoises ou de Pont-Saint-Esprit, ce qui empêche d'ailleurs le maire de la Motte de récupérer des infirmières, parce que le Pont-Saint-Esprit et le Gard sont tellement dotés qu'on refuse l'installation des infirmières sur la Motte, parce que la Motte est dans la zone ARS gardoise, et on ne comprend pas la cohérence de ces zonages d'ARS qui font que même dans une communauté de communes, quand on met des moyens pour un pôle médical, on est dans différentes zones d'agences régionales de santé, qui fait qu'on ne peut pas accueillir comme on veut les praticiens. En ce qui concerne les maisons de santé pluridisciplinaires, bien évidemment qu'il n'y en a pas sur le territoire, et bien évidemment qu'il n'y avait pas d'accompagnement jusqu'ici, puisqu'il y avait eu le projet identifié du pôle médical intercommunal. Il y avait une zone d'intervention prioritaire définie, des médecins sont venus, ils ont eu les aides. Certains médecins sont intéressés par repartir, alors que nous avions financé ici en séance du matériel à hauteur de 20-25 000 €, etc. Rassurez-vous, l'ensemble des contrats qui avaient été édités avec les médecins prévoyaient au prorata le remboursement des frais de matériel qui ont été faits. Ainsi, la docteure qui est partie dans la région un peu plus au sud a dû rembourser près de 17 000 € sur le matériel médical qui lui avait été octroyé dans le cadre de l'application tout simplement du bail qui lui avait été fait là-dessus. Il y a un autre problème,
Et d'ailleurs, je veux juste vous informer qu'il y a certains collègues, et c'est d'ailleurs je veux dire, l'incohérence du système, c'est-à-dire que désormais, on n'a plus de médecins, on a les maires qui se battent dans les compétitions de communes et de territoires pour avoir des médecins, et en même temps, on a des maires condamnés pour avoir accompagné l'installation sur des territoires de professionnels médicaux, etc. Et on le voit partout d'ailleurs, notamment dans le nord de la France, etc., etc. Donc on savait que ce monde devenait un peu fou, mais on ne savait pas qu'en aidant justement une offre pluridisciplinaire médicale pour soigner, et on sait combien, après mars 2020, il était important d'anticiper la question du médical, et nous l'avons fait bien avant que d'autres. J'en parlais avec mon collègue de Saint-Marcel d'Ardèche, qui lui a fait un bâtiment pour 3 médecins. Aujourd'hui, il y a un bureau de tabac et il y a 2 appartements parce que les médecins ne sont pas venus. Et donc l'incohérence de tout cela, c'est de faire en sorte de pouvoir, à un niveau qui nous dépasse, au même titre que celui de l'aspect législatif, de faire en sorte de prendre des mesures qui obligent et imposent à tous ces internes en médecine à venir un peu sur la ruralité de nos territoires et ne pas s'installer librement dans des pôles d'attractivité comme ils le font aujourd'hui aux alentours des facultés de médecine que sont les plus proches, Lyon, Montpellier et Marseille. Parce que sans ça, à part le numerus clausus qui se débloquera en 2036, si mes calculs sont bons, et que le rapport de force s'inversera, aujourd'hui nous sommes tributaires pendant encore 12 années, 13 années, de ce rapport de force où le médecin doit s'installer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en effet, nous devons revoir prochainement le personnel médical, les médecins du pôle médical, parce que elles veulent connaître l'avenir de ce partenariat que nous avons initié dès mars 2018 maintenant, dans la réalisation de ce pôle médical pour voir si c'est toujours opportun. Moi, je rappelle ce que j'ai toujours dit. Ce pôle médical, il doit être une impulsion au regroupement des professions médicales et en priorité, on l'a jamais caché, des médecins généralistes, parce que c'est de ceux-là que nous nous battons entre collègues élus pour faire en sorte qu'ils soient le plus présents sur nos territoires. Je partage votre avis sur le fait que même si un maire se voit dépossédé de certains médecins sur sa commune, c'est quand même moins regrettable de le voir à l'échelle d'un pays, d'un canton, d'un pays, quand je dis un pays, le pays bolénois ou le canton ou l'intercommunalité, de le voir garder et rester ici, plutôt que de le voir partir dans une autre région, dans un autre département et partir complètement du territoire. Mais c'est compliqué aussi d'expliquer à la population qu'on perd du moyen humain de profession médicale dans sa commune et qu'il faille aller loin, etc. Parce que tout le monde n'a pas la mobilité, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller. Donc c'est un vrai combat de territoire qui est un peu, là aussi, assez terrible parce que finalement, ce désengagement dans les dispositions de tous ces médecins qui sortent des facultés oblige les territoires à se battre entre eux. Parce que finalement, au moment où on se parle, si un médecin vient sur votre territoire, c'est qu'il a quitté un autre territoire. Et qu'il ne vient pas d'une autre voie, à part celle du prorata du nombre de médecins qui sortent des universités. Mais comme il n'en sort pas plus que ce qu'il en faudrait, si aujourd'hui vous avez un médecin... Et donc, nous devons faire cette course à l'échalote, d'aller chercher des moyens, des hébergements d'internes, des abaissements de loyers, des prises en charge dans les loyers, etc., qui est, à mon avis, pas forcément compréhensible par tous, surtout quand on évoque la question de la profession de médecin et qu'on voit quand même les difficultés d'autres professions sur notre territoire et sur nos territoires là-dessus. Donc sur cette question des médecins, nous avons été au rendez-vous, nous le sommes encore et nous faisons en sorte d'accompagner cela, mais nous devons clarifier la position aussi du personnel médical, à savoir est-ce qu'ils vont se constituer en association de médecins, ce que je souhaiterais fortement, pour pouvoir continuer à avoir cet accompagnement qui permettrait justement de les accompagner dans le respect du cadre réglementaire. Sur la question de l'eau et les déchets, bon, j'entends votre proposition, j'ai bien compris qu'au travers de ce que vous avez dit, c'est un retour, ou enfin un aller vers la régie sur la question de l'eau et des déchets. Je serais un peu plus mesuré quant à l'impact de ces deux dispositifs dans les finances
de nos collectivités, notamment sur l'eau et l'assainissement, Monsieur Mossy, parce que dans l'eau et l'assainissement, nous ne partons pas tous de la même ligne de départ. Et quand je vois le patrimoine de chacune des communes, des 5 communes, en lien avec la question de l'assainissement, de quand est-ce qu'ont été faits les dernières infrastructures de stations d'épuration, de la qualité de nos réseaux dans le sous-sol, de la qualité de notre patrimoine, postes de relevage, pompes de relevage, canalisation, etc. Et au vu du nombre de délégataires qui se superposent au nombre de communes, je ne suis pas certain que si nous ne mettons pas d'accord aujourd'hui pour arriver à une date d'échéance qui permettrait de faire terminer tous les contrats de délégation à la même date, nous n'arriverons pas à dégager des économies puisque les contrats de délégation courraient, même, quand bien même la communauté de communes en serait gestionnaire. Elle récupérerait simplement les contrats de délégation de chacune des communes dans les dispositions et les conditions contractuelles que chacune des communes a pu souscrire en son temps. Donc je suis un peu plus réservé sur le l'enseignement, mais de toute façon le législateur n'a pas prévu, à moins qu'il y ait un coup de théâtre d'ici 2026, mais vous le savez, le législateur a prévu que la question de l'eau potable et de l'assainissement était de toute façon pris en charge par les EPCI de ce pays, quelles que soient les décisions qu'il faudra faire. Donc il nous appartiendra de faire ce patrimoine, cet inventaire, et de voir ce qu'il en est par rapport aux recettes, parce que là aussi, il y a un vrai sujet là-dessus. Voilà ce que vous avez dit. Alors, la conférence territoriale des professionnels de santé, la CTPS, elle se structure. Elle est aujourd'hui portée par Madame Blanquier et le docteur Marchand pour notre territoire. Il devait aller jusqu'à la partie dromoise de Pierre-Latte, et puis finalement, je crois qu'ils ont revu un peu la copie. Il nous faut dans ce zonage de communauté professionnelle territoriale de santé une nécessité d'avoir un centre hospitalier, donc il sera autour du centre hospitalier d'Orange, et il viendra jusqu'à notre territoire. Nous sommes très au fait de ce sujet. Nous travaillons à faire en sorte que l'antenne à la fois des docteurs et des infirmiers soit portée sur notre territoire afin de maintenir cette médecine de ville par cet ancrage fort sur notre communauté de communes et cette médecine hospitalière en complémentarité sur le territoire orangeois. Je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre et que nous pourrions travailler ensemble là-dessus. Et en ce qui concerne, vous avez évoqué le manque de recettes. Ça me donnera une bonne transition puisque Madame Bompard nous évoquait une hausse de 8% des recettes et nous avons dans le rapport d'orientation budgétaire prévu en effet de nouvelles recettes que nous évoquerons lors de la réunion des partenaires, notamment sur la question de la mobilité qui aura lieu le 14 mars dans cette salle, pour discuter d'une nouvelle recette qui est celle du versement mobilité. Vous le savez que nous avons cette fiscalité qui touche à la fois pas forcément notre territoire parce que c'est les professionnels par rapport aux entreprises qui sont impactées et donc nous aurons l'occasion de débattre avec l'ensemble des partenaires sur la question du versement mobilité depuis que nous avons pris la question des transports. Bon, comme le disait un de vos collègues, Madame Bompard, tout ce qui est excessif est insignifiant. Il le disait lui-même hier soir et je lui rappelais qu'il aurait dû se l'appliquer à vous-même. Finalement, dans cette finesse d'analyse que vous nous dites, à part nous parler du président de la République qui a changé d'avis sur la programmation nucléaire de ce pays, je ne suis pas certain que vous ayez trouvé d'autres arguments si fins que ça. Et d'ailleurs, j'avais remarqué hier soir que je vous ai trouvé assez faible sur la question de l'analyse budgétaire. Et je vous trouve terriblement faible ce soir sur la question de l'analyse budgétaire, puisque vous n'avez pas regardé en détail ces orientations budgétaires, mais vous n'avez fait que survoler, un peu que ça monte, un peu que ça descend, un peu ci, un peu là, voilà, c'est toujours pareil, ça fait 10 ans que vous dites la même chose, etc. Mais dans le détail, c'est pas tout à fait ça. D'abord parce que quand vous comparez 2014, chère madame, en 2014, nous avions 60% des compétences en moins que celles que nous avons aujourd'hui. Nous avons récupéré au 1er janvier 2017 énormément de compétences et avec les compétences, les charges à la fois générales, à la fois de personnel et à la fois de l'exercice de l'attribution de compensation qui s'est dégagé au travers justement de cette question de l'exercice des compétences, en particulier de la question des déchets, en particulier de la question du tourisme, en particulier de la question du développement économique et en particulier notamment de toutes les compétences qui sont arrivées après, notamment sur l'entretien des équipements scolaires, périscolaires, sur la question des voiries, d'intérêt communautaire,
sur l'aire d'accueil des gens du voyage, d'ailleurs, que vous en êtes d'ailleurs libéré bien avant le transfert de la compétence obligation légale, puisqu'en octobre 2016, vous transfériez l'aire d'accueil des gens du voyage, alors que la compétence le prévoyait au 1er janvier, mais vous voyez, on a fait des efforts pour vous. En ce qui concerne les baisses de recettes, oui, je veux préciser 2 choses, et je redis mon incompréhension de cette décision du président de la République que de supprimer définitivement et totalement cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur la question de la valorisation des entreprises, la CVAE, qui avait déjà été rabotée de moitié. Nous avions perdu 1,6 million l'exercice budgétaire précédent. Nous reperdons 1,6 million sur cet impôt cette année. C'est particulièrement injuste. Pourquoi? Parce que d'abord, ceux qui contribuaient dans cette CVAE ne demandaient pas la suppression de l'impôt. Et donc, tous les groupes, et notamment les groupes qui sont dans cette typologie de recettes dans notre territoire, en particulier la question de la production de l'énergie, la question d'Orano, d'EDF et de l'ensemble de ceux qui créent de la richesse autour de la production d'énergie, ne demandaient pas la suppression, mais même si les sénateurs avaient demandé une territorialisation de cette fiscalité, parce qu'on observait quand même que la fiscalité de la CVAE n'est pas la même à Bolène que celle qu'on peut retrouver à Montluçon, à Vesoul ou ailleurs, parce que ça tenait compte de la typologie des entreprises. Aujourd'hui, la suppression de la CVAE va complètement supprimer le lien fiscal entre un territoire et les entreprises qui la composent. Et donc, il y a un risque énorme, d'abord, qu'il n'y aura aucun président de la République qui reviendra sur cette disposition. Je ne connais pas un élu président de la République qui reviendra créer de la CVAE pour essayer de compenser ces différences de territoire. La deuxième, c'est que dans 10 ou 15 ans, notre typologie de recettes fiscales sur cette compensation injuste de la CVAE ressemblera à celle de Montluçon, Vesoul ou de Montbéliard, parce qu'elle sera déconnectée du tissu industriel de nos entreprises sur notre territoire, et que les compensations qui sont faites par le gouvernement sont terriblement injustes, parce qu'elles s'appuient sur une fraction de la dynamique de la TVA avec le FCTVA, qui fait en sorte d'être payée par tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, vous payez cette fraction de la TVA, donc elle n'est pas solidaire, ce qui n'était pas forcément le cas de la CVAE, qui était payée que par des entreprises qui produisaient des richesses et donc de l'énergie. Donc c'est terriblement... voilà. Et enfin, le dernier, qui est encore plus injuste, c'est que la compensation qui a été calculée par le gouvernement pour venir compenser les collectivités s'appuie pas sur l'année qui aurait dû être gelée, comme ça avait été annoncé en première lecture à l'Assemblée nationale, mais sur la volonté de la Première ministre de remettre, après la deuxième lecture au Sénat, le fait d'utiliser l'année 2021, celle où nous avions déjà perdu 1,6 million d'euros. Donc dans la moyenne de la compensation, nous avons perdu 1,6 million d'euros dans les moyennes de compensation que nous avons repris sur la fiscalité. Et c'est à ce titre-là que même si l'enveloppe ne tient pas compte de ces sujets-là, elle est profondément injuste parce que certes, le jeu de communication, en effet, est de dire que l'enveloppe de communication, je crois que c'est 800 millions sur le pays, est sensiblement la même, mais qu'elle ne tient pas compte et de la démographie, et je voudrais quand même que, puisque nous parlons des orientations budgétaires, nous parlions de la question de la démographie. Comment nous financerons demain nos équipements, alors qu'on nous a supprimé la taxe d'habitation, qui était la seule assujettie sur la démographie de nos territoires? Comment nous ferons demain quand nous aurons 1000 ou 2000 habitants de plus, et que nous aurons une compensation gelée sur la fiscalité de la taxe d'habitation de 2017, sur des taux qui ont été gelés et qui n'évoluent pas en fonction de la démographie, puissent être pris en compte dans la question des infrastructures que nous devrons faire, des écoles, des voiries, des équipements, etc. Et enfin, la deuxième, c'est que cette CVAE compensée ne tient pas compte de l'inflation, qui est quand même historique cette année, à entre 7 et 10% d'inflation, et cette CVAE ne tient pas compte, cette compensation de la fraction dynamique de la TVA ne tient pas compte de la question de l'inflation. Donc ni la démographie, ni l'inflation, ni désormais la relation entre la typologie d'entreprise et le lien fiscal. Donc demain, nous aurons des territoires qui seront sensiblement similaires, homogènes, que vous habitiez à côté d'une centrale nucléaire ou sur un plateau avec des terres agricoles. Ça, c'était le premier point sur les recettes, il est important. Enfin, vous dites que nous avons
sensiblement les questions de charges, je ne sais pas ce que vous avez raconté, enfin, si 1 million de charges d'énergie supplémentaires, pour vous c'est dérisoire, 1 million d'euros de charges supplémentaires c'est dérisoire, excusez-moi de vous dire que je comprends pourquoi vous aviez des difficultés à laisser filer la dette à hauteur de 18 millions d'euros à la ville de Bolène, quand 1 million d'euros pour vous n'est pas très important de ce que vous venez préciser, parce que je veux quand même rappeler que cet élément-là, qui nous porte d'1 million à 1 million d'euros de charges supplémentaires d'énergie, vient impacter très lourdement nos charges. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que l'ensemble des charges à caractère général, comme les charges de personnel, sont à l'identique de l'année dernière, seulement ajoutées à la fois du dégel du point d'indice, qui nous apporte 300 000 euros de plus sur l'année 2023, 300 000 euros significatifs sur l'inflation, parce qu'il y a un poste quand même qui prend énormément, c'est la question du poste de l'alimentation, qui connaît une hausse significative de près de 300 000 euros sur les charges liées aux denrées qui sont en constante augmentation depuis environ 1 an maintenant, et en plus de toutes les charges que nous avons sur ce sujet-là. Enfin, un mot sur la dette quand même, parce que vous nous dites un endettement record. Alors, moi je veux bien qu'on nous parle d'endettement record, mais sur l'endettement record, aujourd'hui, il faut apporter du sens à la fois sur l'emprunt. Sur la question de l'emprunt, aujourd'hui, nous l'avons affecté à des charges d'investissement, de réalisation, qui sont liées à des investissements structurants sur l'avenir. Lorsqu'on crée une station d'épuration, lorsqu'on crée un centre de valorisation de déchetterie comme nous l'avons fait à Mondragon, est-ce qu'il serait juste, et c'est la question que je vous pose, de faire porter la totalité de l'investissement en direct par une seule et même génération, en une seule et même année, d'un équipement qui va durer entre 30 et 35 ans? Mais je ne le crois pas. Et s'il y a un endroit où l'emprunt il est juste, c'est sur la programmation d'investissement qui dure sur 30 ou 40 années, et je pense que personne nous reprochera d'avoir investi sur un centre de valorisation et une déchetterie et d'y avoir affecté un emprunt, parce que ce serait complètement illusoire que d'avoir fait porter un emprunt ou sans emprunt justement à une génération pour faire fonctionner cela. En revanche, c'est pour ça que je vous dis que votre finesse de tableau d'analyse n'est pas si fine que ça. Elle passe sous silence toute la partie la plus importante, c'est-à-dire pour qui et pour quel public nous réalisons des budgets. Il ne s'agit pas aujourd'hui de venir regarder des charges qui ne sont d'ailleurs pas comparables entre des exercices qui n'avaient ni les mêmes compétences, ni le même périmètre de compétences, mais de regarder pour qui nous le faisons. Et donc, avec notre majorité, avec la majorité intercommunale, nous sommes très fiers de faire en sorte que désormais la ville de Bolène reprenne une place dans ce paysage intercommunal, celle qu'elle n'aurait jamais dû perdre, pour faire en sorte de rentrer dans la danse qui permet justement à ces jeunes publics, à cette jeunesse, permettre la mutualisation des moyens, notamment à celle de l'entretien, au transfert du Lozon au SMEVL, parce que nous n'avons pas de technicien rivière, du transfert de l'aire d'accueil des gens du voyage, parce qu'il y a 2 personnels plus les travaux, bien évidemment que ça coûtait plus cher que ce que nous avons décidé, parce que même le nombre de personnels coûtait déjà plus cher que les travaux que nous réalisions dans l'air. Et donc ça s'appelle de la bonne gestion. C'est pas la question de venir, comme vous l'avez fait vous d'ailleurs, en vous séparant de l'aire d'accueil des gens du voyage de la communauté de communes bien avant la date du transfert, mais de venir justement faire en sorte de créer du sens sur les politiques publiques que nous venons de porter. Et donc en ce sens, nous sommes très fiers de pouvoir accompagner cette jeunesse sur le territoire, de pouvoir continuer à financer des infrastructures sur les communes qui sont aujourd'hui porteuses de fer. Et permettez-moi, chère madame, de rajouter que c'est la logique de l'intercommunalité que d'accompagner les investissements des communes, mais que quand vous aviez l'occasion de vous porter sur la communauté de communes pour porter des investissements, vous aviez fermé la porte. Alors, ce que vous disiez dans la majorité à Bolène et ce que vous dites aujourd'hui dans l'opposition de l'intercommunalité et dans l'opposition à Bolène, selon où vous vous placez, et c'est pour ça que je vous disais hier que vous ressemblez
sincèrement au chat, c'est-à-dire que vous retombez toujours sur vos pattes, que vous soyez d'un côté ou que vous soyez de l'autre. Et donc l'autre jour, vous nous reprochez ce que vous faisiez. D'ailleurs, quand vous parlez des 24 millions en 2014, je veux juste vous préciser qu'en 2014, nous n'avions pas les compétences que nous avions actuellement et que par conséquent, vous reprochiez d'ailleurs à l'époque à l'ancien président de ne pas dépenser. Et quand aujourd'hui nous dépensons aujourd'hui, Madame Bompard, quand nous avons des investissements pour le territoire, sur la jeunesse, sur la question de la GEMAPI, sur la question de la restauration collective, sur la question des écoles, sur la question de la voirie, sur la question des zones d'activité. Je veux venir quand même préciser que nous allons faire ce que vous n'avez jamais su faire sur la zone ZAC-Pan-Europarc. Vous promettiez 1000 emplois, vous n'en avez créé aucun. Sur la question de la voirie, vous n'avez absolument rien fait, à part transférer un chemin de la Levade parce que vous n'étiez pas en capacité de le gérer. Lorsque vous avez abandonné lâchement démissionné de votre mandat de maire sur les questions des écoles, des équipements sportifs, d'une piscine où il y avait des courants d'air on bloquait les courants d'air avec des plaques de natation. Vous avez été un maire démissionnaire avant l'heure. Et donc, permettez-nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités, d'agir sans toucher à l'intégrité du contribuable dans le financement des politiques publiques, de maintenir un investissement à 5 millions d'euros, de maintenir un endettement qui est raisonnable en dehors d'une situation financière très satisfaisante. C'est pas nous qui le disons. C'est sur les seuils de ration de désendettement, ce qui n'est pas forcément votre cas quand vous avez laissé la ville de Bolène. Et aujourd'hui, nous faisons, aujourd'hui une politique qui répond aux besoins des habitants. Nous ne sommes pas dans des grands investissements pharaoniques comme vous savez les faire, ceux qui servent pas grand-chose au quotidien des gens d'ailleurs, parce que quand vous avez 2000 € à mettre, vous n'avez plus l'argent, parce que vous avez mis 15 millions pour faire un pôle sur la route de la Palue. Oui, 13 millions. Non, c'est 15 millions, madame, mais les chiffres sont publics. 8 millions à la Cigalière. Vous avez la salle Fanny Bertrand, l'anneau cycliste et la piste BMX, anneau cycliste international qui, d'ailleurs, se fissure et il y a de l'herbe qui pousse dessus. Et je suis pas certain que ça fait très longtemps qu'il a été fait. Par contre, il a coûté très cher. Alors, chère madame, vous avez aujourd'hui construit des choses que nous devons assumer. Nous les payons. En plus de cela, nous portons des politiques publiques sur le territoire. Nous portons des politiques sur des publics que vous n'avez jamais accompagnés. La majorité est très très fière de créer des séjours vacances pour ces jeunes ceux qui ont aujourd'hui 13 ans, sont jamais partis une seule fois en colonie du temps de votre passage parce que vous proposez absolument rien. Vous êtes que dans le déni et le dénigrement vous êtes que dans le dénigrement des autres et vous ne savez pas faire autre chose que de commenter et d'insulter ceux qui font. Voilà. Et donc moi je vous le dis, nous en sommes très fiers parce que d'abord nous ne faisons prendre aucun risque à la collectivité ni aux contribuables. Nous maintenons un investissement important dans un moment où nous devons accompagner et les entreprises et les créations de zones d'activité. La zone de la Clastre, la zone de la Croisière, la zone Notre-Dame, la ZAC-Pan-Europarc et tout ce que vous n'avez pas su faire depuis de nombreuses années, nous sommes en train de le réaliser. En ce qui concerne les mutualisations, elles sont structurantes et importantes parce que qui pouvait comprendre qu'on avait entre la ville de Bolène et l'intercommunalité 2 sites techniques avec 2 sites de lieux d'embauche qui coûtaient très cher aux deux alors qu'ils pouvaient être mutualisés sur le même site. Qui pouvait comprendre que quand on a une épareuse qui sert pas toute la semaine, il faille en acheter une autre pour des services techniques de l'intercommunalité avec 2 chauffeurs pour 2 rues différentes à 2 mètres les unes des autres. Personne ne peut le comprendre, à part la politique politicienne que vous aimez faire et la rancœur de la Ligue du Sud éternellement recyclée à chaque conseil communautaire parce que vous ne savez pas faire autre chose. Nous, aujourd'hui, nous portons l'avenir d'un territoire avec beaucoup d'ambition, certes, mais surtout pour faire en sorte que le territoire se porte mieux à la fin de notre mandat que quand nous l'avons pris. Voilà les seules missions que nous donnons à notre politique que nous menons très modestement. Parce qu'en effet, on ne peut pas se payer le luxe de dépenser plus que ce que nous gagnons. Et nous ne pouvons pas nous payer le luxe de faire des choses comme vous savez les faire, très pharaoniques, dans un moment où tout le monde se serre la ceinture. Voilà ce que nous avons à vous répondre sur ces sujets-là. Et pour le reste, c'est de la littérature. Le débat d'orientation budgétaire est terminé.
Et donc, je vous demande, Madame Bompard, vous avez eu la parole, et dans le débat, il faut veiller à ce que la personne puisse avoir pris la parole. Vous avez pris la parole largement, et donc par conséquent, le débat est terminé. La séance du Conseil communautaire est levée, et je vous invite dans vos vidéos ou à la presse de faire tous vos commentaires possibles. La séance est levée. La prochain vote du Conseil communautaire du budget aura lieu fin mars. Très belle soirée à vous et à très bientôt.